Je vais appeler Roger Chartier, le professeur Roger Chartier, qui est professeur émérite du Collège de France et qui est toujours Annenberg Visiting Professor à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Comme vous le savez tous, enfin, j'aurais pu dire, bon, c'est... on ne présente plus Roger Chartier, mais enfin, bon, vous savez tous qu'il est historien de la culture écrite dans la première modernité. Et alors, je ne vais pas m'embarquer dans un rappel de sa bibliographie parce que c'est mission impossible, mais ses derniers livres parus sont Éditer et traduire, Mobilité et matérialité des textes, 16e, 18e siècle, paru en 2021 chez Gallimard et au Seuil. Il y a également Cartes et fictions, 16e, 18e siècle, paru au Collège de France en 2022. Et enfin, l'histoire en mutation, lecture, aux presses universitaires de Bordeaux en 2024. La parole est à vous. Merci Anne. Je voudrais commencer cette communication avec l'expression d'un certain désarroi. Quand il y a un an, Anne Sching et Alain Suppiot m'invitèrent à participer à ce colloque, je leur proposais une intervention d'historien qui articulerait une histoire de longue durée, des fausses nouvelles, des falsifications, avec une réflexion sur le présent de la désinformation dans le monde des communications électroniques, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Un an plus tard, les mutations accélérées, contradictoires du contexte numérique, avec ses innovations quotidiennes, ses anxiétés partagées par les critiques inquiets et les concepteurs effrayés, rendent difficile le discours de qui n'est pas un expert de ces transformations. Pour les profanes, il est devenu presque impossible de suivre au jour le jour les prouesses et les promesses techniques, les guerres déclarées entre les seigneurs du numérique, les tech-titans de Marc Hunyadi, ou encore les controverses à propos des réglementations capables de protéger les pratiques et de conserver les exigences éthiques d'un ancien monde. À suivre tant bien que mal les soubresauts du quotidien, tout semble comme si nous étions déjà dans une ère post-IA, une ère dans laquelle l'intelligence artificielle, qui produit de terribles effrois, est devenue la cible de farouches refus, et ce, avant même le plein déploiement de ses possibilités. Les historiens aiment à penser que l'histoire enseigne des leçons utiles. Historia magistra vitae, disaient les anciens. Est-ce si sûr lorsque ces supposées leçons ne sont plus adressées à des êtres humains, mais à des machines, à des robots sans conscience, sinon sans intelligence? Mais pour ne pas décevoir Anne Sching et Alain Suppiot, malgré mon désarroi, je vais quand même tenter de proposer une réflexion historique sur la désinformation en cette semaine où nous célébrons un historien, Marc Bloch, qui en 1921 avait réfléchi sur les fausses nouvelles et les conditions de leur accréditation. Historiquement, les mutations de la culture écrite furent pensées comme des progrès, du savoir, de la critique. Pour Vico, en 1725, dans la Scienza Nuova, l'invention de l'écriture alphabétique a brisé le monopole sacerdotal, puis aristocratique, sur les images et les signes, et elle a permis au peuple de contrôler l'interprétation de la loi. Pour Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, 70 ans plus tard, l'invention de l'imprimerie a soumis idées et opinions à l'examen critique, substituant ainsi la raison aux passions, les vérités aux séductions. On peut ajouter que l'invention et la diffusion du codex dans les premiers siècles de l'ère chrétienne ont permis ce que les rouleaux des Grecs et des Romains ne permettaient pas, à savoir la comparaison, la confrontation de différents textes, soit dans un même livre, feuilleté, indexé, soit entre plusieurs livres présents dans une même bibliothèque. Certes, certains discours, par exemple ceux des utopies, ont dénoncé les périls créés par la multiplication de livres inutiles, les désordres introduits par l'excès d'écrits incontrôlables. Mais ils ne furent qu'un contrepoint minoritaire à la fois dans les progrès et les partages de la connaissance. Historiquement, donc, mutation technique ou morphologique
et démocratisation des savoirs, démocratisation des pratiques furent étroitement liés. Il n'en va plus ainsi. Les inquiétudes face aux dangers du numérique ont effacé les grandes espérances suscitées par son avènement. Ainsi, l'espoir d'un nouvel espace public, civique, fondé sur la confrontation des idées et la diffusion des connaissances. Une première raison en est sans doute la concomitance de 3 registres de mutation, toujours séparés dans le passé. La révolution numérique a été et est tout à la fois une révolution des techniques de production, de reproduction, de communication des écrits, comme le fut l'imprimerie, une révolution du support de leur inscription, comme le fut l'apparition du codex, et une révolution des pratiques du lire et de l'écrire, comme le furent les différentes révolutions de la lecture. Les readers, W-R-E-A-D-E-R-S, d'aujourd'hui, lisent et écrivent sur des écrans qui ne sont pas intrinsèquement associés aux textes qu'ils reçoivent ou qu'ils communiquent, alors que ce fut le cas auparavant pour tous les supports des écrits, depuis les tablettes sumériennes jusqu'aux livres imprimés. C'est dans cette mutation radicale qu'il faut situer la réflexion sur la désinformation qui défie toutes les connaissances fondées sur la production, la circulation, les appropriations des savoirs vérifiés. C'est ainsi qu'ont été, et sont encore menacés, l'information médicale sur les pandémies, la connaissance scientifique à propos des changements climatiques, l'histoire elle-même comme représentation véridique du passé, ou encore la démocratie. Pour un historien, le thème de la désinformation est situé dans 2 perspectives contradictoires. La première le considère comme un phénomène transhistorique. C'est ainsi que définit la désinformation Robert Darnton dans un article publié en février 2017 dans The New York Review of Books sous le titre « The True History of Fake News », publié en français dans Le Monde presque simultanément, sous un titre qui en résumait le propos. Je cite, « On retrouve tout au long de l'histoire l'équivalent de l'épidémie actuelle des fake news ». Darnton commençait ainsi son article. « Dans la longue histoire de la désinformation, l'épidémie actuelle des fake news, fausses nouvelles, vient de s'assurer une place spéciale. Cela dit, la fabrication des faits n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et depuis l'Antiquité, l'on retrouve tout au long de l'histoire l'équivalent de textes et de tweets venimeux que l'on observe aujourd'hui. Pour Darnton, toutefois, c'est au XVIIIe siècle, à Londres et à Paris, que la circulation des fausses nouvelles a atteint un premier paroxysme avant celui des temps contemporains. D'autres modalités de la désinformation ont traversé les temps. Ainsi, la production de faux documents, étudiée par exemple par Anthony Grafton dans son livre « Forgers and Critics », la fausse donation de l'empereur Constantin, qui justifiait le pouvoir temporel des papes sur les territoires de l'Empire d'Occident, en constitue l'exemple le plus fameux. Mais également, ainsi, au commencement du XXe siècle, dans la Russie tsariste, les antisémites protocoles des sages de Sion. Dans cette longue durée des faux documents et des fausses nouvelles, le mot « désinformation » n'apparaît pas. Le dictionnaire anglais Merriam-Webster situe dans la Russie soviétique des années 20 et 30 l'apparition du mot « désinformacija » et indique que sa traduction anglaise, « disinformation », fut introduite en 1939 dans un article du Saturday Evening Post par Walter Krivitsky, un agent soviétique passé aux États-Unis. Le sens premier de désinformation est celui de la transmission d'une information connue comme fausse et destinée à tromper l'ennemi. C'est ce sens qui est retenu d'ailleurs par le dictionnaire de l'Académie française dans sa 9e édition, achevée en 2024. Désinformation, action particulière ou continue qui consiste, en usant de tous les moyens, à induire un adversaire en erreur
ou à favoriser chez lui la subversion dans le dessein de l'affaiblir. Et le dictionnaire de l'Académie française continue avec le verbe désinformer, ainsi défini: induire en erreur un gouvernement, une armée, une opinion publique, afin d'affaiblir un adversaire. Par extension, égarer volontairement le public. Associé étroitement à l'erreur, comme l'était pour Marc Bloch la croyance dans le pouvoir thaumaturgique des rois français et anglais, ou les fausses nouvelles de guerre, la désinformation invite ainsi à réfléchir sur son contraire, la vérité et les conditions de sa possibilité. Le monde numérique, je crois, menace deux distinctions qui ont jusqu'ici charpenté les discours sur la vérité. La première, héritée d'une lecture de Foucault, oppose la vérité comme propriété du discours, comme volonté de vérité, et la vérité comme savoir produit par les opérations de connaissance, comme une vérité scientifiquement fondée. C'est dans cette certitude épistémologique, dans cette distinction, que Michel de Certeau a inscrit la capacité de l'histoire à produire des énoncés scientifiques, le mot est de lui, que Carlo Ginzburg a situé la pleine compatibilité, depuis Aristote, entre la preuve et la rhétorique, ou que Pierre Vidal-Naquet a affirmé la capacité du discours historique à dire la réalité qui fut, partant à démasquer faussaires et falsifications. Le monde numérique efface la distinction entre la volonté de vérité portée par les discours qui prétendent la transmettre et les opérations critiques qui produisent une connaissance vraie. Les observations sociologiques montrent que la lecture des textes électroniques, quels qu'ils soient, est une lecture pressée, impatiente, qui favorise l'absence de questionnement quant à la véracité de ce qui est lu. Pour les lecteurs d'écran, pour les familiers des plateformes numériques, la garantie de vérité se trouve ainsi déplacée de l'examen critique des énoncés à la confiance dans le support de l'énonciation, à savoir l'appartenance à un même réseau social, l'appartenance à un même groupe de discussion. Ce glissement, qui substitue la crédulité à la critique, a permis et permet la prolifération des falsifications manipulatrices, l'imposition des vérités alternatives, les réécritures trompeuses du passé, l'adhésion aux théories les plus absurdes. Le danger est grand pour le savoir vrai qui, depuis la cité grecque, comme l'a démontré Jean-Pierre Vernant, est la condition même de la délibération et de la décision démocratique. Ce qui est en jeu est donc la capacité de nos sociétés à résister à cette érosion des critères de vérité et à l'abandon du jugement critique quand toutes les relations aux écrits et aux images sont façonnées par des appropriations crédules. En effet, le pouvoir de la désinformation ne résulte pas uniquement du contenu des messages, mais aussi et fondamentalement de la croyance en leur véracité par ceux et par celles qui les reçoivent. D'où la nécessité d'une réflexion sur les mécanismes qui produisent la croyance. Dans son livre « L'invention du quotidien », Michel de Certeau a mis en évidence le déplacement de la notion de vérité du contenu des énoncés, possiblement soumis aux critères de la preuve, à la modalité de leur réception. Je cite de Certeau: « J'entends par croyance non l'objet du croire, un dogme, un programme, etc., mais l'investissement des sujets dans une proposition, l'acte de l'énoncer en la tenant pour vraie, autrement dit, une modalité de l'affirmation et non pas son contenu. »
Si la croyance peut être ainsi définie comme une catégorie philosophique, anthropologique, invariante, les conditions de production de la crédibilité et de la crédulité ont, elles, une histoire. Au XVIIIe siècle, elles étaient liées à la circulation de la parole, la circulation des écrits manuscrits, la circulation des textes imprimés. Au XXe siècle, ce sont les nouveaux médias, radio, télévision, cinéma, qui ont imposé leur pouvoir de persuasion. Mais dans les deux situations, la persuasion rencontrait réticence et résistance. Robert Darnton souligne ainsi que les fausses nouvelles circulant dans la France du XVIIIe siècle n'étaient pas nécessairement prises au pied de la lettre. Et pour le XXe siècle, Richard Hogarth a mis en évidence la relation contradictoire des lecteurs et des auditeurs populaires avec les programmes de radio qu'ils écoutaient ou les articles des journaux qu'ils lisaient. Cette relation associait le plaisir de croire, la suspension of disbelief, avec la lucidité quant à l'impossibilité de ce qui est ou était cru, comme si l'acceptation de la fable ou de la fiction n'effaçait pas une nécessaire clairvoyance. Dans le monde numérique, la possibilité de l'incrédulité des croyants paraît plus improbable. La continuité morphologique entre les différentes catégories de discours, messages des réseaux sociaux, informations provenant des sites web, livres et articles électroniques, cette continuité morphologique, cette similitude morphologique, éloigne de la perception des différences entre ces différentes catégories de discours, une perception qui était rendue immédiatement visible par la matérialité des supports dans le monde des imprimés. Sont effacés tout à la fois les procédés traditionnels de la lecture, qui supposaient une compréhension immédiate du type de connaissance ou de plaisir que le lecteur ou la lectrice peut attendre de tel ou tel genre textuel et éditorial. Et aussi se trouve effacée la perception des œuvres en tant qu'œuvres comprises dans leur identité, leur totalité, leur cohérence. La lecture discontinue, segmentée des textes numériques, donne ainsi autonomie aux fragments, transformés dès lors en unités textuelles sans contexte. Ces réflexions, j'en ai bien conscience, sont sans doute obsolètes et sans grande pertinence à l'âge des intelligences artificielles. Révolution dans la révolution, la IA ignore les concepts fondamentaux de la culture écrite, définis à partir du XVIIIe siècle par le lien noué entre identité octoriale, originalité esthétique et propriété juridique. Avec l'intelligence artificielle générative, l'auteur n'est plus un humain mais une machine, les écrits sont composés à partir de textes déjà là, et la propriété intellectuelle est dissoute dans le réemploi sans autorisation des œuvres disponibles. Ainsi, les notions de responsabilité individuelle, de création originale, de copyright sont effacées dans la révolution des agents conversationnels. Celle-ci n'est donc pas seulement une révolution de l'accès à l'information ou de sa diffusion, elle est une rupture radicale avec notre ordre des discours. La notion d'intelligence artificielle paraît parfois, pour le profane, problématique. Traditionnellement, l'intelligence se définit non seulement comme un modèle de raisonnement logique qu'une machine peut reproduire, mais aussi comme la capacité humaine à comprendre, maîtriser, tirer parti de situations particulières. Certes, les définitions de l'intelligence artificielle insistent sur sa capacité à simuler l'intelligence humaine dans ses procédures de raisonnement ou d'apprentissage. Mais les définitions de l'intelligence ne se limitent pas à ces opérations cognitives. Elles renvoient aussi aux capacités d'ajustement, au jugement perspicace, aux sentiments propres aux êtres humains. D'où parfois, chez certains,
une certaine réticence face à l'expression intelligence artificielle lorsqu'elle est tenue non pas comme équivalente de l'intelligence non artificielle, la nôtre, mais comme une intelligence auxiliaire, différente, capable d'opérations mentales impossibles aux humains, mais également inapte à transmettre les émotions et les affects. Anna Lombert rappelait dans une tribune du Monde en février dernier que, je la cite, « l'intelligence n'est pas qu'une affaire de connexion neuronale, elle se fonde aussi sur les relations sociales ». Tandis que Marc Ouniadi souligne dans une contribution, dans un numéro consacré à l'IA par la revue Esprit en avril 2025, que la cybernétique a réduit l'intelligence au seul traitement des données, oubliant ainsi que la faculté fondamentale de l'esprit humain est, et je le cite, d'être capable de se donner ce qui n'existe qu'en pensée, de dépasser le donné, de ne jamais considérer le factuel que comme un tremplin vers le contrefactuel et d'en faire le guide de tout agir dans le monde. De là, pour la désinformation, un double défi. Si la traduction automatique se confronte à un texte déjà là, expression d'une inventivité humaine, ce n'est pas le cas pour les productions des contenus qui exploitent les immenses ressources des bases de données offertes par les bibliothèques numériques et les archives d'Internet. Les exemples spectaculaires de ces productions numériques présentées comme des créations humaines se sont multipliés. Nouvelles partitions de compositeurs disparus, photographies de réalités fictives, écrits attribués à qui ne les a jamais produits. Il n'est pas toujours aisé de détecter ces falsifications qui, plus encore que les falsifications du passé, ont toutes les apparences de l'authenticité. Benoît Sago observait dans sa leçon inaugurale du Collège de France en 2024, je le cite, « La fiabilité de l'accès à l'information à travers ChatGPT est un enjeu qui reste majeur. Les sources n'étant souvent même plus citées, l'esprit critique doit s'exercer avec encore plus d'acuité pour analyser les réponses elles-mêmes, plutôt que les sources de leur fiabilité. Or, il continuait, la qualité linguistique des réponses, l'autorité qui se dégage de leur style, le fait que les réponses soient souvent de très bonne qualité, inspirent confiance et peuvent atténuer l'esprit critique. J'ajouterai que de plus, il ne faut pas oublier que les productions de l'intelligence artificielle générative sont dépendantes des archives numériques disponibles, archives qui sont ainsi reproduites dans leurs inégalités linguistiques, leurs informations erronées ou trompeuses et les préjugés raciaux, sexistes qui caractérisent massivement les communications des réseaux sociaux. Une deuxième inquiétude naît de l'illusion d'une présence humaine dans les échanges avec les agents conversationnels. Les fantasmes anthropomorphiques d'une telle illusion peuvent s'avérer mortifères. C'est ce que soulignait Mathias Dufour dans une tribune publiée dans Le Monde en septembre 2025. Je le cite, « Notre tendance à l'anthropomorphisme nous pousse inconsciemment à traiter l'IA comme un humain et donc à nouer des liens avec elle. Cela la rend d'autant plus insidieuse. Parce qu'elle parle comme un humain, on oublie qu'elle n'en est pas un. Parce qu'elle simule le soutien, l'amitié, l'amour, on lui prête des émotions qu'elle n'a pas. Parce qu'elle est si empathique, elle ne peut être que bienfaisante. » Et il continuait, « Le suicide en février 2024 d'un adolescent américain de 14 ans, Sewell Setzer, à la suite d'une relation affective avec un chatbot, à l'insu de ses parents, a sonné comme une tragique alerte. » Et on peut ajouter que le 26 août 2025, les parents d'un adolescent californien de 16 ans ont porté plainte contre OpenAI, accusant ChatGPT d'avoir incité leur fils à se suicider et de lui avoir fourni les instructions détaillées qui lui ont permis de mettre fin à ses jours. Dans le monde de l'IA, et c'est ma conclusion, la désinformation n'est pas seulement la mise en circulation de fausses nouvelles, mais elle est aussi, surtout peut-être, l'absence de la transmission des informations nécessaires pour séparer fiction et réalité, illusion et savoir, manipulation et connaissance. Ainsi,
La révolution des agents conversationnels n'est pas seulement une révolution technique dans l'accès à l'information, comme le furent l'apparition de l'écriture, l'invention de l'imprimerie ou même la révolution d'Internet. Elle est fondamentalement une rupture anthropologique qui tient pour possible, pour nécessaire, pour inéluctable la délégation à des non-humains de ce qui fait le propre de l'humanité. C'est là peut-être que réside la plus essentielle des désinformations. D'où l'avertissement donné par Carlo Ginzburg dans le livre qui, hélas, sera son dernier, Il vincolo della vergogna, le lien de la honte. Je le cite. Nous devons apprendre à lire entre les lignes de tous les textes. Nous devons apprendre à démontrer la fausseté des fausses nouvelles. Il concluait, la philologie électronique a, espérons-le, un avenir. Espérons-le avec lui. Merci.